Maintenant, si on passe à la préparation de l'AG, eh bien, on va arriver sur ce deuxième point sur le rôle et les missions du conseil d'administration. Et là, le conseil d'administration a un rôle prépondérant dans la préparation des résolutions donc, que je viens d'évoquer au moment de l'AG. Donc c'est là où on voit bien les liens entre les deux. Ensuite, on voit effectivement que un certain nombre de sujets n'ont pas besoin de remonter jusqu'à l'AG et qu'on va avoir un vote définitif au niveau du CA d'un certain nombre de décisions. Donc il faut bien voir un petit peu les décisions qui doivent être remontées à l'AG. On en a parlé précédemment, on va voir comment on les prépare, ces décisions. Et puis les votes sur les décisions qui restent au niveau du Conseil. Et je reviendrai sur les missions fondamentales de ces conseils, ainsi qu'une appréciation un peu plus personnelle du pouvoir réel du Conseil ou des conseils pour exercer ces missions. Alors, la préparation des décisions que je viens d'évoquer concernant l'Assemblée générale et principalement la préparation des résolutions. Évidemment, avant de proposer comme résolution le vote et l'acceptation des comptes, eh bien, le conseil d'administration a un rôle majeur de vérification des comptes via le comité d'audit. Dans le module 3, on reviendra dans le détail sur comment se fait cette vérification et quel est le rôle du comité d'audit. Mais effectivement, les comptes sont au préalable votés par le conseil d'administration. Mais ce n'est pas un vote définitif, c'est simplement le vote sur la proposition qui va être faite à l'Assemblée générale. C'est là aussi où on va commencer à évoquer, à discuter et à fixer la proportion du résultat qui va être distribué en dividendes. Donc là, c'est au cœur du conseil d'administration, avec les dirigeants, que l'on fait un petit peu un arbitrage entre ce qu'est le résultat, qu'est-ce qu'on a concrètement à distribuer, qu'est-ce qu'on souhaite garder pour la politique d'investissement, qu'est-ce qu'on souhaite distribuer et les impacts que ça aura sur la valorisation du titre, et les attentes des actionnaires qui évidemment ont des attentes toujours en la matière. C'est également à ce niveau-là au niveau du Conseil, que vont être proposés les renouvellements et les nominations des administrateurs. Et enfin, il vérifie effectivement, suite aux propositions de la direction juridique, quelles sont les conventions qui doivent faire l'objet d'un vote. Lui-même vote les conventions, on vote des conventions réglementées au niveau d'un conseil, mais ce n'est pas un vote définitif à nouveau, et cela doit remonter au niveau de l'Assemblée générale. Voilà un petit peu pour ce qui est des décisions et des votes non définitifs relatifs aux résolutions qui montent en Assemblée générale. Mais il y a aussi des votes définitifs, c'est-à-dire des choses qui vont être votées au niveau du Conseil et qui sont des décisions définitives qui n'ont pas besoin de l'approbation de l'Assemblée générale. Et là, on a quelques sujets importants, évidemment, notamment le budget. Le budget ne fait pas l'objet de vote en Assemblée générale, est décidé au niveau du conseil d'administration à la fin de l'année. Le conseil d'administration qui va donner son avis sur les niveaux à atteindre de vente, de résultats. Il donne son avis sur les objectifs commerciaux. Il donne son avis sur le programme d'investissement. Donc le CA discute avec la DG et il y a un vote définitif pour l'approbation du budget au niveau du conseil. Ensuite, le Conseil va très précisément décider du plan stratégique qui est retenu par l'entreprise et assurer un suivi de cette stratégie. Et le Conseil peut à son niveau voter un plan stratégique. Pour ma part, j'ai rarement vu de plan voté au niveau de l'Assemblée générale. Donc c'est principalement au niveau du Conseil que les plans stratégiques pour les années à venir sont entérinés. Et enfin, sujet sur lequel le Conseil est très actif le plus souvent, c'est tout ce qui va concerner la démarche responsabilité sociale de l'entreprise, RSE, et les questions éthiques. Le plus souvent, des décisions sont prises au niveau du Conseil pour intégrer des pratiques RSE, ou en tout cas surveiller que les pratiques RSE sont bien prises en compte par les dirigeants de l'entreprise et que l'entreprise dispose de chartes éthiques ou de codes de conduite de façon à ce que l'éthique soit, je dirais, bien diffusée et bien positionnée dans l'ensemble des décisions. Et enfin, quatrième sujet qui ne remonte pas à l'AG et qui est un gros sujet sur lequel je reviendrai dans le module 3, c'est l'implication du Conseil dans le contrôle interne. Alors il n'y a pas de décision ou de vote formel, il y a
Il n'y a pas de prise de position, mais on a je dirais une surveillance accrue sur ces questions de contrôle interne et de politique de gestion de risque. Alors, si on continue dans les questions de CA, donc on retrouve véritablement, et si on réfléchit à ces missions autour de ces décisions, je crois qu'un conseil d'administration, ce qu'il doit avoir en tête, ce qu'il a en tête, c'est la défense de l'intérêt social de l'entreprise. Je crois que là, on est au cœur de la mission du conseil. Cette défense de l'intérêt social de l'entreprise, elle passe par le contrôle de la direction. La fonction de contrôle du conseil, c'est véritablement d'ailleurs aux origines même de la gouvernance d'entreprise. On a commencé à parler de gouvernance d'entreprise en parlant de comment les conseils d'administration pouvaient contrôler la direction dans le sens du respect de l'intérêt de l'entreprise et de ses parties prenantes, et en particulier de ses actionnaires. Mais de mon point de vue, il y a une question qui aujourd'hui est en suspens, qui n'est pas complètement réglée et pour laquelle les recherches académiques ne sont pas forcément très, très précises. C'est jusqu'où doit intervenir, dans le cadre de cette mission de contrôle, jusqu'où doit intervenir le Conseil dans les décisions de la direction générale et jusqu'où il doit influencer les décisions en matière de management. Ça, c'est un grand débat. Pour avoir participé, soit en tant que consultant ou soit en tant que membre de conseil dans plusieurs formes d'organisation, je dois dire que c'est très variable. On voit des conseils qui sont très intrusifs et des conseils qui sont très très peu intrusifs. Donc là, il y a une assez grande diversité sur le degré d'intervention et le plus efficace possible d'un conseil dans les décisions de la DG. Enfin, pour terminer ce point-là, je voudrais faire quelques éléments de commentaire sur le pouvoir réel du Conseil pour exercer donc ses missions et pour travailler sur soit la préparation de résolutions pour l'AG, soit travailler sur des décisions définitives que je viens d'évoquer. C'est un grand débat. Et le premier débat est celui de l'indépendance du Conseil dans sa globalité vis-à-vis de la DG. Ça, c'est vraiment le sujet clé quand on fait un audit de la gouvernance d'une entreprise. Eh bien, c'est la première chose que l'on va regarder. Est-ce que véritablement, il y a une capacité pour le Conseil et une volonté réelle pour le Conseil de challenger la direction générale? Voilà, donc on s'aperçoit qu'il y a des conseils où très peu de questions sont posées, où la directeur générale ou un président de directoire énonce les sujets, fait des propositions et que ces propositions sont très peu discutées. C'était le cas il y a quelques années. J'ai pu assister à des réunions où très peu de questions étaient posées. C'était assez surprenant. Je crois qu'avec le temps, maintenant, c'est quelque chose qui est bien intégré. Mais c'est vrai que les directions générales ont souvent du mal à accepter d'être challengées. Voilà. Alors les sociétés cotées, non, c'est très clairement le jeu aujourd'hui, et je crois que même à la limite, ils attendent ce côté challenging des conseils pour pouvoir un petit peu se mettre à l'épreuve et mettre à l'épreuve leurs décisions face à un certain nombre de membres de ces conseils. Mais il y a certaines organisations où ce n'était pas forcément la culture, mais il faut que ça le devienne. Une direction générale doit accepter de se faire challenger par son conseil. Alors évidemment, à un stade supérieur, c'est est-ce qu'un conseil aurait la capacité à voter contre des propositions de la direction générale, et donc là, ici, effectivement, on est déjà dans un stade éventuellement plus conflictuel. Mais si les représentants des actionnaires qui sont au conseil pensent que les décisions ne sont pas dans l'intérêt social de l'entreprise, eh bien, ils ont un petit peu le devoir de voter contre. Évidemment, cela traduit un conflit potentiel entre la direction générale et les membres du conseil. Et puis, au bout du bout, évidemment, est-ce que le Conseil a réellement la capacité à démettre un dirigeant de ses fonctions? On le voit, en France, c'est un processus qui est beaucoup plus long qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, un dirigeant est démis de ses fonctions en quelques jours, alors que ça prend plusieurs mois parfois pour le cas français. Et c'est toujours un moment difficile que de prononcer, je dirais, la démission, pas la démission, mais en tout cas la révocation d'un dirigeant. Alors, évidemment, cette indépendance du Conseil, elle va dépendre absolument de l'indépendance des administrateurs et de leur indépendance d'esprit. C'est un point que j'évoquerai un petit peu plus loin sur la composition des instances de gouvernance. Et aussi, je crois que pour voir si le Conseil exerce réellement son rôle et ses différents rôles,
il faut s'engager dans un processus d'évaluation du conseil, comment il fonctionne, les principes clés. Est-ce qu'il y a une charte en général? Aujourd'hui, il y a des chartes des administrateurs, il y a des chartes et des règlements intérieurs pour les conseils. Et ça, je crois qu'il faut voir les résultats de ces évaluations, dans quelles conditions sont menées ces évaluations. Et si on n'hésite pas, parfois, à éliminer un membre du conseil, parce que sa contribution est vraiment trop faible. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le rôle et les missions de ces différents niveaux et comment, je dirais, s'articulent déjà ces différents niveaux et comment se construit le processus de décision sur des sujets clés de la vie de l'entreprise.